Quand j'ai un coup de mou, je me reconnecte en fait à cette vision-là, pourquoi je le fais. Et en fait, moi, je pense qu'en tant que photographe culinaire, je suis juste un maillon en fait de cette chaîne pour les aider à vendre leurs produits. Mais si je peux aider justement à ce que ces produits qui sont bons pour la planète et pour notre santé, à les mettre en lumière, et je veux être cette personne-là. Il y a certains mois où je fais le double de ce que je gagnais avant. Il y a toujours un cadeau en fait derrière les mauvaises expériences. En fait, je pense que cette sensibilité, elle m'a vraiment appris à me servir de cette authenticité pour me démarquer, en fait. J'ai remarqué que depuis que j'ai vraiment trouvé ma vision, mon pourquoi, j'attire ce genre de clients à moi. J'ai triplé mon nombre de clients l'année 2020, l'année où tu m'as aidé. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne des entrepreneurs atypiques et visionnaires. Aujourd'hui, je suis avec Agathe Duchesne, photographe culinaire et chroniqueuse culinaire à France 3 TV Bretagne. Je suis hyper ravi de t'accueillir, Agathe, parce que on s'est rencontrés il y a un an de ça, en fait, dans l'événement Prendre sa vie en main de Van Actok. Mais par la suite, j'ai eu la chance de t'accompagner en début 2020 et je voulais faire une interview avec toi parce que tu as un message puissant à faire passer par rapport au soutien et à la mise en valeur que tu as par rapport aux artisans locaux et à tous les clients que tu as du secteur agroalimentaire. Bonjour Agathe. Bonjour Xavier, merci de m'inviter sur ton podcast. Avec plaisir. Est-ce que tu peux, Agathe, te présenter pour la communauté, pour qu'ils sachent en fait quelle est ton histoire et comment tu es devenue entrepreneur, photographe culinaire et aussi chroniqueuse sur France 3 Bretagne? Donc du coup, je m'appelle Agathe Duchesne, je suis photographe culinaire, je suis aussi créatrice de contenu culinaire. J'accompagne des clients de l'industrie alimentaire dans la mise en valeur de leurs produits et j'ai également un blog et un compte Instagram que je développe un peu tous les jours et sur lesquels je peux aussi mettre en avant les produits et les services de mes clients. Ça fait pas très longtemps que je suis à mon compte à 100%. Toute l'expérience en fait elle s'est faite sur plusieurs années et ça a débuté, je pense, quand j'ai quitté la maison familiale et que j'ai habité seule pendant ma vie étudiante. À ce moment-là, en fait, j'ai commencé à cuisiner pour moi et à prendre en photo ce que je cuisinais, à le poster sur les réseaux sociaux. Euh, et donc, c'était pendant mes études de graphisme, puisque j'ai été graphiste pendant plusieurs années. Pendant cette époque-là, oui, je me suis vraiment passionnée pour la gastronomie, donc pas seulement des petites recettes que je faisais pour moi, mais aussi qu'est-ce que ça veut dire être chef, commencer vraiment à goûter, à me rendre dans des restaurants, à aller au marché, à découvrir des fruits et légumes, des producteurs, etc. Et donc j'ai décidé en 2016 de créer un blog pour parler de tout ça, un blog que j'ai toujours donc. Comment il s'appelle? C'est mon prénom et mon nom de famille, donc agatteduchesne.com. Et ensuite, donc, j'ai obtenu mon diplôme de graphiste et j'ai commencé à travailler en tant que graphiste. Mais en fait, l'univers culinaire, il est vraiment resté à mes côtés tout le temps puisque ma première expérience de graphiste, c'était dans une entreprise d'art de la table. Donc là, il faut savoir aussi que je suis assez fan de belle vaisselle, etc., vu que je suis photographe culinaire. Mais oui, donc là, pour ma première expérience, j'ai continué voilà, de regarder tout ce qui était vaisselle, mise en place. Et voilà, j'ai à continuer en fait de me passionner pour la cuisine. Et quand mon contrat s'est terminé, ma deuxième expérience en tant que graphiste, elle a été dans une entreprise agroalimentaire. Et là, j'ai eu la chance d'avoir pas seulement un contrat de graphiste, mais aussi un contrat de photographe culinaire. Donc, en fait, j'avais les deux casquettes pour cette entreprise. Je faisais le matin des photos et l'après-midi du graphisme. Donc là, c'est vraiment pendant ces 2 années-là où je me suis encore plus formée et j'ai vraiment appris la photo culinaire. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette expérience-là, elle a été... plus les mois passaient et plus je me sentais mal en fait dans cette entreprise. Si bien que les derniers mois, j'avais vraiment une boule au ventre en y allant, j'avais pas du tout envie d'y aller. Quand tu te sentais mal, c'était par rapport à quoi? Je me sentais pas vraiment à ma place, je me sentais
en manque d'autonomie aussi parce que j'étais face à un management qui était très derrière mon dos et on attendait beaucoup et, et voilà. Enfin, je me sentais pas, ouais, je me sentais plus très bien, on va dire. Un manque de sens aussi? Un manque de sens aussi, oui, Ouais. parce que bah, moi j'étais à fond sur les petits artisans, le manger local, etc. Et puis là, c'était une entreprise agroalimentaire qui faisait venir ses fruits et légumes d'Espagne ou d'ailleurs, le poulet congelé du Brésil, etc. Enfin, en fait, ça n'avait pas trop de sens pour moi de mettre en valeur ces produits-là, alors que pour mon blog et pour mon compte Instagram, je faisais tout l'inverse. Et donc, D'accord. oui, c'est vrai, il y avait plus trop de sens non plus. Ouais, tu étais aux antipodes en fait de ce que tu intérieurement, par rapport à tes valeurs, souhaitais vivre en fait. C'est ça. Et j'ai oublié de préciser aussi que vers le début à peu près de cette expérience professionnelle-là, j'ai décidé de créer mon statut auto-entrepreneur. Donc je travaillais sur ma petite entreprise le week-end et puis la semaine j'étais donc salariée. Et j'avais créé ce statut-là parce que je commençais à avoir quelques demandes de la part d'entreprises qui me trouvaient par mon compte Instagram et qui me proposaient de faire des photos. Donc voilà, c'était vraiment un tout petit complément de revenu. Je faisais une ou deux collaborations par mois, mais voilà, je l'avais créé exprès pour ça. Et puis, du coup, à ce moment où je me sentais vraiment pas bien dans mon entreprise, je savais, j'avais envie de partir. Donc, je commençais à regarder un petit peu des offres d'emploi, mais en fait, c'est un peu à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait rien qui m'intéressait parce que mes expériences, elles étaient en tant que graphiste et mes diplômes en tant que graphiste. Et en fait, je me rendais compte que j'avais plus tellement envie de faire ça et j'avais plutôt envie de faire de la photographie culinaire. Et donc, voilà, il n'y a pas beaucoup d'offres, évidemment, salariées dans ce domaine-là. Et puis, en plus, j'avais pas vraiment d'expérience solide. Donc ouais, j'ai un peu abandonné cette idée de trouver un nouveau travail pour partir de la première entreprise et comment dire, une rupture conventionnelle, c'était pas possible malheureusement. Mmh. Donc bah voilà, j'avais juste l'option de partir sans chômage ni rien, parce que vraiment j'en pouvais plus. Mais voilà, en discutant un petit peu avec ma famille, mon conjoint, je m'étais dit, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est du coup me mettre 100% à mon compte. Mais il me faudrait au moins un contrat régulier qui revienne tous les mois, même si c'est un petit contrat, histoire d'être sûr d'avoir quelque chose tous les mois, quoi, parce que c'est un peu effrayant de quitter un salaire fixe et de se dire j'ai plus rien, quoi, derrière. Ouais. Et, Maintenant que tu as du recul, tu vois la différence qu'il y a entre l'état d'esprit de salarié et d'entrepreneur. Et en quelques mots, tu peux dire qu'est-ce que toi tu vois en fait entre ces deux états d'esprit. on va dire que je vais commencer peut-être par le négatif qui est juste que le salaire n'est plus fixe. Mais par rapport au salaire, il y a quelque chose qui est génial, c'est qu'en fait, il est plus plafonné ce salaire-là. Et que il y a certains mois où je fais le double de ce que je gagnais avant. Donc voilà, ça c'est génial. Et puis aussi, je trouve que le fait d'être entrepreneur, ça m'apporte beaucoup plus de challenge dans ma vie, d'autonomie. Et je me rends compte que c'est normal que j'ai eu peur à l'époque, mais je me rends compte que je suis vraiment contente d'avoir sauté le pas. Et donc ouais, je me disais que le seul moyen de partir, c'était de me mettre à mon compte en essayant de trouver un petit contrat qui puisse revenir tous les mois. Et c'est là que l'univers a un peu écouté ma demande, puisque j'ai reçu un mail de France 3 Région, France 3 Bretagne, qui me disait qu'à la rentrée 2019, ils cherchaient une chroniqueuse culinaire pour une émission qui avait lieu 2 à 3 fois par mois. Ce serait un revenu mensuel, quoi, un petit revenu mensuel. Et donc,
je me suis dit, en fait, j'ai eu 2 réactions. Je me suis dit, mais c'est génial, c'est le contrat que j'attendais. Et ma deuxième réflexion, ça a été, non mais je suis timide, comment je peux être chroniqueuse à la télé, c'est impossible, je vais dire non tout de suite. Et j'en ai quand même parlé à mon copain et à quelques-unes de mes très bonnes amies qui m'ont dit mais t'es folle, c'est génial, vas-y, dis oui, demande au moins de faire l'entretien. Et donc j'ai fait l'entretien et j'ai été acceptée, quoi. Donc c'est de là qu'a découlé le fait que je démissionne sans rien donc, de mon emploi salarié, mais avec cet emploi de chroniqueuse culinaire. Enfin, c'était pas vraiment un emploi, hein, c'était juste plusieurs fois par mois, je venais dans les locaux de France 3 pendant 1 heure faire cette émission. Ok. Et c'était comment la première fois que tu es passé sur un plateau télé? C'était assez effrayant. Mais au final, pas tant que ça, parce que donc quand on rentre la première fois sur le plateau, on voit plein de caméras, plein de spots. C'était un plateau avec une table et plusieurs invités autour de la table, en fait. Mais l'avantage, c'est que les caméras, elles sont téléguidées, elles sont guidées à distance, donc il n'y a personne derrière la caméra, vraiment. Il y a juste 1 ou 2 personnes en régie qu'on peut voir, mais sinon, toutes les autres, elles sont voilà, plus loin dans une autre salle. Et donc, très vite, on rentre dans la discussion avec les autres invités autour de la table et on oublie en fait qu'il y a le plateau. Et quand on est vraiment voilà, dans la conversation, ça se fait tout seul. Et puis les premières semaines, j'avais vraiment beaucoup répété mon texte. Voilà, je le connaissais par cœur, quoi. Ma chronique, je la connaissais par cœur. Et au fil des mois, en fait, j'ai appris à juste me dire, mais en fait, je connais, je sais de quoi je parle, je suis passionnée, je vais y arriver. Et voilà, mais si on parle après de mes challenges, je me suis quand même fait un peu aider avant de faire ma première émission sur France 3 avec une kinésiologue. J'avais été la voir en lui disant j'ai des blocages de parole. En fait, j'étais persuadée de faire constamment des blancs. Je crois que je t'en avais déjà parlé, Xavier, quand on était en coaching. En fait, j'avais ce truc-là qui me faisait peur. C'est que, par exemple, quand j'avais une conversation avec des amis, plusieurs amis, un petit groupe, voilà, et que j'avais envie de participer à la conversation, je commence à prendre la parole et en fait, je me sens d'un coup écoutée. Et en fait, je me rappelle plus, d'un coup, j'oublie tout, je me rappelle plus de ce que je voulais dire. Et du coup, voilà, le gros stress. Et puis, quelqu'un d'autre qui a pas du tout ce stress prend la parole. Et en fait, je me sens d'un coup totalement oubliée et nulle, etc. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui m'arrivait assez souvent. Et donc, j'avais dit à la kinésiologue, c'est sûr que pendant mes émissions à France 3, je vais avoir un gros blanc. Et en plus, c'est en direct, donc voilà, on ne pourra pas la refaire, quoi. Ça va être horrible. Est-ce que vous pouvez m'aider? Et en fait, elle m'a aidée. C'est assez bizarre, la kinésiologie, parce qu'on ne peut pas vraiment comprendre comment ça marche sur le coup, quoi. Mais le fait est que j'ai jamais eu de blanc. Ok, super. Donc voilà, j'ai commencé en septembre 2019 à être 100% à mon compte. Et puis là, depuis ce mois-là, j'ai continué de développer la partie photographie culinaire et création de contenu pour les réseaux sociaux. Et ça marchait pas forcément hyper bien les premiers mois. Je me faisais connaître, on va dire, petit à petit. Mais ensuite, j'ai eu un super coach qui m'a aidé, on va dire, à me révéler. Et à ce moment-là, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai triplé mon nombre de clients l'année 2020, l'année où tu m'as aidé. Et par rapport à ça, tu dis te révéler. Qu'est-ce qui a été révélé en fait pendant cet accompagnement? En fait, quand je me suis lancée à mon compte, c'était donc j'étais encore donc salariée et moi j'avais créé ce statut uniquement pour des compléments de revenus et jamais je me suis dit un jour je serai 100% à mon compte, ce sera toujours voilà juste une petite partie qui sera à côté de mon emploi salarié pour toujours, quoi. Et donc j'avais fait aucune étude de marché, je m'étais jamais dit que j'allais essayer de trouver des clients puisque en fait j'avais créé ce statut juste si des gens venaient vers moi et voilà.
Sauf que quand je me suis mise à mon compte, ben, j'avais pas fait plus d'études de marché, j'avais pas plus réfléchi à ma vision, à pourquoi je voulais faire ça. Et en fait, très vite, je me suis sentie très mal à l'aise face à certains clients qui essayaient naturellement de négocier les prix, par exemple. Je me sentais vraiment très très mal à l'aise et je me disais, de toute façon, je suis trop nulle en tant que commerciale. Voilà, moi, j'ai pas signé pour ça. Je veux juste faire de la création, de la photo. Et puis, j'arrive pas à me dire que je suis directrice de mon entreprise, que je suis gérante d'une entreprise qui est Ouais. la mienne. Pourquoi un sentiment d'illégitimité? Oui, c'est ça. Enfin, en fait, comme si je m'étais un peu retrouvée dedans, pas par inadvertance, mais on va dire que voilà, je m'attendais pas, enfin, j'avais pas créé ce statut en me disant je vais en faire mon métier vraiment à 100%. Et en fait, je me suis retrouvée d'un coup à devoir essayer de trouver des clients, donc être un petit peu commercial, à devoir faire ma facturation, ma compta, à devoir me montrer sur les réseaux, à faire mon site, à faire en fait toutes ces choses-là qui vont bien au-delà de juste faire de la photo culinaire. Et, et en fait, j'ai fait un séminaire en janvier 2020, qui était le séminaire de Vanac, et qui est un séminaire qui a vraiment changé ma vie parce que j'ai appris plein de choses en 2 jours que j'avais pas idée en fait. Sur l'estime de soi, la confiance en soi, pourquoi mon entreprise elle va marcher. Enfin, en tout cas, j'ai eu les prémices pendant ces 2 jours de séminaire. Et puis, vers la fin du séminaire, tu as pris la parole en disant que toi, tu aidais des entrepreneurs hypersensibles. Ouais, c'est ça. Et je me suis dit, je sais pas, en fait, ça a fait tilt. Je m'étais jamais dit je suis hypersensible, mais je m'étais toujours dit que j'étais plutôt timide, réservée. Si, oui, un peu hypersensible sur certains sujets. En fait, je suis allée te voir et c'est comme ça qu'ensuite j'ai fait le coaching avec toi. Et ça n'a pas été simple dans le sens où c'est assez éprouvant en fait comme type de coaching parce qu'on creuse, on creuse sur plein de sujets, mais au final ça m'a tellement aidée et les résultats en plus se sont fait voir vraiment tout de suite, quoi. Des fois, la semaine suivante, je te disais « Oh, c'est un truc de fou, j'ai eu une proposition, j'ai un nouveau contrat ». En tant qu'entrepreneur et le fait qu'au final, tu n'avais pas cette expérience, c'est quoi les challenges que tu as rencontrés? Alors, il y avait par exemple le fait rien que de parler d'argent. C'était compliqué pour moi alors que c'est un peu la base. Presque quand un client venait me voir, à la base, je lui disais vous voulez payer combien, quoi. C'était presque ça en fait, tellement j'étais mal à l'aise d'en parler. Tu m'as aidé à me dire ok, j'ai ma grille tarifaire, il ne faut pas que je sois mal à l'aise à parler d'argent. C'est juste la valeur que je peux apporter à mon client qui m'est donnée de façon monétaire. La chose où tu m'as le plus aidé et où j'avais vraiment un énorme manque, c'est que j'avais pas vraiment de vision ni de pourquoi je fais ça en fait. Et ça, on l'a creusé sur vraiment plusieurs semaines, plusieurs séances, jusqu'à ce que je comprenne vraiment pourquoi en fait je voulais aider ces entreprises de l'industrie alimentaire, les artisans, les boutiques, les restaurateurs à valoriser leurs produits. Il y a donc les producteurs, les artisans, les boutiques qui vendent des produits alimentaires, les marques, les restaurateurs. Mais leur point commun à toutes ces personnes-là, enfin, moi j'ai envie de travailler avec elles parce qu'elles ont toutes en fait, c'est toutes des personnes qui honorent la terre, on va dire. Moi, c'est ça vraiment que j'ai découvert pendant le coaching et qui m'anime, c'est le fait que ces personnes-là, elles vont, dans leur manière de produire, de créer leurs produits, elles vont vraiment avoir une démarche éco-responsable. Elles vont se dire, OK, où est-ce que je vais prendre mes produits? Est-ce que je peux les prendre de manière locale? Est-ce que le produit que je crée, il peut être 100% français? Comment je peux faire pour abîmer le moins possible la terre, etc. Et en fait, moi, je pense qu'en tant que photographe culinaire, je suis juste un maillon en fait de cette chaîne pour les aider à vendre leurs produits, mais
si je peux aider justement à ce que ces produits qui sont bons pour la planète et pour notre santé, si je peux les aider à les mettre en lumière, et ben, je veux être cette personne-là. Et ça t'a changé quoi d'avoir un pourquoi aussi fort en fait dans ta vie, dans ton business? Ça a un peu tout changé, c'est-à-dire que avant je me levais le matin en me disant bon ben je vais faire ça et voilà. Et là maintenant, je sais pas, en fait je mets tout en place, même dans ma vie où vraiment je me dis l'argent que je gagne, il va être réinvesti entre guillemets dans l'achat de quand je fais mes courses, l'achat auprès d'artisans, de producteurs sur le marché. Près de chez moi, etc. Quand j'ai un coup de mou, je me reconnecte en fait à cette vision-là, pourquoi je le fais, pourquoi c'est important d'avoir une photographe culinaire comme moi qui va mettre en valeur ces produits-là, ces entreprises-là, et voilà, ça me redonne un coup de boost tout de suite, quoi. Ce que j'ai entendu, c'est en fait tu étais plus dans le faire et quand tu as pris conscience que tu avais un pourquoi fort, que tu as créé une vision inspirante, ça t'a aidé pour chaque matin te lever avec beaucoup plus d'entrain et dans les situations de down où tu es en basse énergie, tu te reconnectes à ça et ça te permet de te dire pourquoi tu le fais et de remettre du sens dans ce que tu fais. Exactement, ouais. Et ça me permet aussi, quand j'ai des propositions aussi de projets, avant je disais un peu oui à tout et maintenant j'arrive vraiment à savoir, voilà, j'ai choisi une niche en fait qui me ressemble et j'essaie vraiment de travailler uniquement avec des clients qui ont ces valeurs qui sont aussi les miennes. Ouais, ça c'est hyper important, Agathe. Le fait que tu as choisi une niche, quel changement majeur ça a fait que de prendre tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs et même moi j'ai d'anciens amis que je ne vois plus aujourd'hui, mais qui me disaient Xavier, il faut prendre tout le monde. Un jour, tu choisiras. Mais dis-moi, toi, qu'est-ce que ça a fait d'avoir une niche dans ton business? C'est sûr que ça m'apporte déjà beaucoup plus de bien-être. D'autant plus que, comme je te le disais, j'ai la partie réseaux sociaux où je présente en fait les produits, voilà, avec les produits que je mets en valeur pour mes clients. C'est des choses que j'adore partager à mes lecteurs, à ma communauté, et c'est primordial pour moi que ce soit des produits en lesquels je crois et qui ont un vrai sens. Et en fait, oui, voilà, le fait de choisir ces clients-là, ça m'apporte du sens dans ma vie et je sais pourquoi je le fais. Et je sais qu'en aidant cette marque-là, il y aura juste un petit pas de plus en fait vers une démarche éco-responsable, des gens qui vont découvrir ce mode de vie-là. Et voilà, chaque nouvelle personne qui est un petit peu impactée par ce que je fais et par ce que mon client fait, c'est réussi. Donc c'est des clients qui t'apportent de la joie, du bonheur, mais aussi c'est des clients qui sont en accord avec tes valeurs profondes en fait. Exactement. Et en plus, j'ai remarqué que depuis que j'ai vraiment trouvé ma vision, mon pourquoi, j'attire ce genre de clients à moi. J'arrête en fait d'avoir des propositions de grosses entreprises agroalimentaires. Maintenant, j'ai des propositions plutôt de gens de ma ville, de ma région. Et je suis vraiment ravie de recevoir ce genre de propositions. Et comment tu l'expliques ça? La loi de l'attraction, peut-être. Ouais. J'avoue que moi, j'y crois vraiment beaucoup. Ouais. J'essaie de l'appliquer dans ma vie et dire clairement ce que je veux et ce vers quoi je tends et ça arrive. C'est avoir une intention claire de ce que tu veux, savoir vraiment ce que tu veux. Et avant, parce que là, tu as peut-être aujourd'hui une intention claire de qui tu veux et tout ça. Et avant, quand tu n'attirais pas, tu pensais quoi en fait? Pour comprendre en fait comment ça fonctionne. Comment je fonctionnais avant quand je connaissais pas. Tu focalisais sur quoi? C'est beaucoup plus angoissant dans le sens pourvu que demain j'ai un contrat, pourvu que j'ai une proposition, peu importe ce que c'est. Est-ce que c'était lié à la pensée du manque en fait, Oui, je pense. Ouais, versus la pensée de l'abondance? c'est exactement ça.
Parce qu'en plus, moi, en ce moment, je suis en train de travailler, enfin de lire des livres sur l'argent et je me rends compte à quel point il faut se concentrer sur ce qu'on a plus que sur ce dont on manque. Et c'est vraiment des petites notions qui, voilà, c'est juste une phrase, se concentrer sur ce qu'on a plutôt que ce dont on manque. Mais au final, c'est une petite phrase qui change énormément de choses dans ma vision des choses. Donc tu recommandes aux auditeurs pour faire ce changement-là que tu as fait, comment tu fais toi pour clairement quelque chose que tu fais que tu peux partager aux auditeurs? J'essaie en fait, par exemple, prenons un chiffre d'affaires, j'essaie de me dire, ben, ce mois-ci, j'ai gagné 3 000 € ou en fait, pas de me dire, espérons que je gagne assez ce mois-ci, mais plutôt vraiment me projeter en fait dans cette vision. Si mon objectif c'est de gagner 3 000 €, j'essaie de me concentrer, et en fait je me concentre même sur les petites choses, toutes les petites choses. Par exemple, je vais au marché et le producteur m'offre, je sais pas, m'offre quelques légumes, et ben je me concentre vraiment en fait sur toutes ces petites choses positives qui rentrent dans ma vie. Et au contraire, si j'ai des choses qui partent, je me dis, ben, ok, c'est peut-être juste un avertissement, ou il faut que je fasse gaffe la prochaine fois. Ou, en fait, j'ai vraiment changé ma vision des choses sur ça, et je pense qu'on peut tous le faire. Ouais, ouais, avoir plus dans ce que tu disais, moi ce que j'entendais, ouais, c'est avoir de la gratitude pour ce qu'on a et par rapport à ce chiffre d'affaires que tu veux avoir, tu fais comme si tu l'avais déjà en fait, Oui, c'est ça. de vivre émotionnellement comme si tu l'avais déjà. C'est ça, en fait, un peu, peut-être pas tous les jours, mais pratiquement, je me dis, ok, ce mois-ci, je gagne 3 000 €. Et j'y repense en fait un peu tout le temps, et je me dis, je peux le faire, voilà, je suis quelqu'un d'extraordinaire, je peux. Ouais. Et ça, c'est vraiment des choses que je ne disais pas du tout avant de faire le coaching avec toi, et j'étais incapable de me regarder dans un miroir et de me dire, je suis extraordinaire. Je me sentais trop mal en fait, et maintenant c'est parti, je suis capable de dire ces choses-là, et je trouve ça super. Ouais. Et donc ça part aussi de l'intention, mais aussi des émotions, parce que c'est Stephen Hawking, il y a une échelle de Hawking qui parle de ça en fait, que de façon globale, on vibre certaines émotions en fait, on va vibrer ça. Et en fait, ça va au final attirer à nous des situations, des personnes qui sont en résonance avec ça. Et donc, en focalisant plus sur ce que tu veux, comme si tu l'avais déjà, tu es déjà dans l'accomplissement, quoi. Tu n'es pas dans la culpabilité, la honte de ne pas avoir fait ou quoi. Et c'est des émotions plus positives. Et dans l'entrepreneuriat, est-ce que l'hypersensibilité a été un frein en fait pour entreprendre? C'est ce que je pensais au départ, notamment parce que moi je pensais juste être une créative en fait. Je me disais juste, voilà, j'ai une sensibilité créative, et c'est grâce à ça que je vais réussir. Ça, c'est ce que je me disais tout au départ. Et puis en fait, très vite, je me suis dit, mais en fait, je n'ai une créativité, je n'ai que ça comme sensibilité, et ça va, enfin, je pensais que finalement ça n'allait peut-être pas me servir et être juste difficile à vivre. Mais j'ai découvert que c'est tout à fait utile, et que surtout c'est pas un frein, et que en fait je pense que cette sensibilité elle peut vraiment, moi elle m'a vraiment appris à me connaître moi-même, à me servir de cette authenticité pour me démarquer encore. Est-ce que l'hypersensibilité t'a aidé dans des domaines comme le marketing, la vente ou peut-être la conversation avec tes prospects? Eh bien oui, parce qu'en fait je parle très souvent avec le cœur vraiment, et enfin, je me rappelle même certaines conversations où j'étais tellement, dans la sensibilité que j'en avais les larmes aux yeux des fois devant mes clients, et je me disais, ah mon Dieu, qu'est-ce qu'il va penser? Et en fait, c'est vraiment ce genre
d'éléments-là qui peuvent qui permettent de toucher en fait la personne avec qui on parle, qui nous permettent à mon client et moi de nous connecter et de travailler ensemble. Et en fait, il faut pas, enfin, ce que j'ai appris avec toi, c'est qu'il ne faut pas en avoir honte et qu'en fait, il y a plein de... Enfin, je pense qu'un peu tout le monde est touché par les gens qui s'ouvrent, on va dire, et qui sont capables de mettre en avant leur sensibilité et qui n'en ont pas peur. Ouais. Cette authenticité, s'ouvrir, parler avec le cœur. Et souvent, des personnes hypersensibles peuvent avoir une réticence à faire ça parce que dans le passé, elles ont eu de mauvais événements, des expériences plutôt négatives qui les ont forcées, en fait, à l'époque, à se refermer. Et toi, qu'est-ce que tu leur dirais par rapport à ton expérience, hein? Je pense que c'est important de repenser, même si ça fait pas du bien, mais de repenser à ces expériences-là qui ont été assez traumatisantes et qui ont fait qu'on s'est renfermé justement. Voilà, d'y repenser, de se replonger un peu dedans et de peut-être de se dire mais en fait c'est un cadeau d'avoir vécu ça parce que ça a complètement voilà, changé ma vision des choses et je pense que ouais, voilà, je leur dirais en fait de faire la paix avec ces moments-là, ces moments qui ont été difficiles. Et une fois qu'on a totalement fait la paix avec ça, c'est un déblocage, c'est vraiment l'idée du cadeau derrière une mauvaise expérience. Et ouais, une fois qu'on a supprimé cette croyance qu'on a découlée de ce mauvais événement, eh bien, on ne peut que avancer. En fait. Enfin, moi, il y a des moments où je suis passée au-dessus de certains blocages et depuis que je suis passée au-dessus, je sais que je ne vais pas revenir en arrière. Quoi. Ça y est, c'est un blocage qui est dépassé. Et voilà, je pense que c'est vraiment un exercice important à faire. Moi, je le vois un peu comme un sac à dos ou un élastique, tu vois, qui te tire en arrière et qui te laisse pas t'ouvrir aux opportunités, en fait, quand tu fais pas la paix avec ton passé. Et ce que je dis beaucoup, c'est qu'il faut pas mettre le couvercle sur son passé, parce qu'en fait, le passé, enfin, si t'as pas fait la paix avec, il va te suivre, en fait, et si on l'imagine comme un sac à dos, il va te peser chaque jour, quoi. Ouais, je suis entièrement d'accord. Quelle croyance tu avais quand tu as commencé l'entrepreneuriat qui te bloquait en fait pour développer ton activité, tes revenus? J'avais la croyance que pour moi ça serait difficile d'évoluer parce que je ne suis pas une commerciale, je déteste tout ce qui est attrait au commerce, que les commerciaux c'est des charlatans et que toutes les personnes qui me disaient mais Agathe, il faut que tu sois un peu commerciale, c'est ton entreprise, c'est normal. Et moi je leur disais non, je ne ferai pas ça parce que ça c'est une croyance au-dessus de laquelle il a fallu que je passe parce que j'avais cette mauvaise image en fait des commerciaux et que je voyais pas j'avais du mal à voir le rapport avec mon entreprise en fait. Et voilà, ça c'est vraiment une des croyances. Il y avait aussi la croyance que je serais jamais une chef d'entreprise. Je t'en avais parlé de ça. J'avais cette image d'une femme voilà, bien habillée avec des talons qui mettait sa veste, sa petite veste et qui disait ok, je suis formidable et mon entreprise, je vais la gérer super bien. Et moi, je me disais, je serai jamais cette femme, quoi. J'avais pas mal d'a priori sur mon corps, sur ma façon de m'habiller, sur le fait que je parlais pas très bien, que j'étais pas intéressante. Et du coup, toutes ces petites croyances-là, rapport à mon corps ou à mon attitude, faisaient que c'était impossible pour moi de m'imaginer chef d'entreprise tel qu'on peut les voir un peu dans les films, voilà, qui sont juste super fortes. Et moi, je me sentais loin de cette vision-là. Et ça, c'était une croyance que j'avais aussi sur moi et qu'en fait, j'ai dépassé. Je suis encore en train de le faire, mais en tout cas, j'ai bien dépassé le stade qui était tout au départ quand je me suis lancée. Tu avais l'image
de la working girl, là, une énergie, une certaine énergie masculine. Toi, vu que tu es quelqu'un qui a une certaine sensibilité, tu ne te voyais pas aussi jouer ce rôle parce que tu as plus une énergie féminine avec toutes ces émotions et la sensibilité que tu as. Est-ce que c'était par rapport à ça? Je ne sais pas trop comment on peut parler du féminin et du masculin, mais en tout cas, quand tu parlais de ça, j'ai repensé à... J'ai écouté pas mal de podcasts sur le féminisme et l'égalité homme-femme, etc. Et en fait, en écoutant ça, je me suis rendu compte que en fait, dans l'entrepreneuriat, il y avait beaucoup d'hommes à la base, énormément d'hommes, parce que depuis toujours, ils sont habitués à gérer des entreprises, à gérer des employés, à gérer des projets, à avoir plus la parole que les femmes. Moi, j'avais un peu cette peur-là de me dire on n'est pas vraiment égal, en fait. Enfin, je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais en tout cas, c'est vrai que dans ma vision, il y avait l'entrepreneuriat, pour moi, dans ma tête, en tout cas, les chefs d'entreprise, pour moi, étaient plutôt des hommes. Et donc moi, j'avais l'impression que j'aurais juste mon petit statut et que je ferais juste des petits contrats par-ci par-là. Mais oui, j'avais du mal à me dire je vais mettre cette veste de femme entrepreneur et je vais leader des projets. Cette notion de leader, là, je ne l'avais pas du tout pour moi en tout cas. Je pense que les working girls voilà, qui excellent quand des empires, et ben, c'est en effet des femmes qui sont totalement féministes en fait, et qui se battent vraiment pour l'égalité homme-femme, et elles le montrent dans leur vie de tous les jours, c'est-à-dire qu'elles ont cette force, cet enthousiasme, Quand je parlais d'énergie féminine et masculine, je ne parle pas de sexe et de genre, je parle exactement, et tu l'as verbalisé en plus. Tu as dit cette force. Force, c'est énergie masculine. Ok, j'avoue que je ne connais pas très bien en énergie, mais... Comment ? Je ne m'y connais pas très bien, j'ai pas trop étudié encore cette partie énergie, vibration, etc. Le yin, le yang, le ciel, la terre. C'est plutôt masculin. Enfin, force égale masculin. Ouais. En fait, chacun de nous, on a une certaine partie d'énergie masculine et féminine. Moi, par rapport à un homme lambda, j'ai une énergie féminine plus élevée. Ça n'a rien à voir avec le genre, c'est juste... Ouais, voilà. Et c'est peut-être lié peut-être à mon éducation, lié à ce que je suis en fait, puisque je suis hyper empathique, je suis hyper sensible. Donc, est-ce que c'est seulement lié à mon expérience de vie ou à qui je suis vraiment ? Ça, je sais pas dire aujourd'hui, mais en tout cas, j'ai été élevé plutôt par ma mère et ma sœur, donc il y a peut-être aussi des choses liées à ça, mais je pense aussi que ça fait partie de moi, quoi. Je suis venu incarner une vie à vivre plus dans l'émotion. Et ça, c'est quand on le reconnaît, c'est d'utiliser à bon escient les bonnes énergies. Et c'est vrai que moi, dans le passé, ça pouvait m'arriver parfois d'être trop dans l'énergie masculine, mais ça me dissociait de qui j'étais vraiment. Et donc, c'est la balance à avoir. Et toi, tu as développé un leadership qui te correspond, qui est à toi. C'est inspirant pour les entrepreneurs qui regardent, parce que en fait, tu fais passer un message aussi que on n'est pas obligé d'aller dans l'énergie opposée, peut-être masculine, qui ne nous correspond pas. Et toi, tu es resté authentique, tu le dis, tu parles avec le cœur, parfois tu as des émotions quand tu parles de ton produit et tout ça. Donc, ça t'a aidé aussi de garder ton authenticité dans l'entrepreneuriat. Mais en même temps, j'ai aussi essayé de découvrir des facettes de moi qui étaient totalement enfouies par mes croyances limitantes ou par mon éducation, et qu'en fait j'ai vraiment pris plaisir à découvrir. Et je me dis mais en fait c'est moi, des choses que je ne pensais pas pouvoir faire avant et que maintenant je suis capable de faire. Tu as un exemple comme ça Par exemple, rien que
parler d'argent ou appeler mes clients au téléphone, c'était des choses où je me disais, moi je suis pas à l'aise au téléphone, donc je vais pas trop développer cette partie-là, je vais uniquement parler par mail. Et en fait, une fois qu'on y arrive et qu'on se dit, mais en fait c'est génial, j'arrive beaucoup plus à connecter avec la personne par vocal que par message, texte. Et voilà, donc ça c'est un exemple, mais c'est vrai qu'il y a plein de petites choses comme ça que j'avais, entre guillemets, décidé de ne pas développer parce que j'avais la croyance que j'en étais pas capable. Et quand on comprend qu'on est capable de plein de choses, je crois que c'est là qu'on découvre encore un peu plus qui on est en fait. Le fait de passer à l'action en fait dans tes activités qui t'a permis de mieux te connaître et d'oser Oui, des petits exercices que tu m'as donnés où je me disais comment je vais faire pour faire ça. Et en fait, une fois qu'on l'a fait une fois, c'est possible de le refaire 2, 3, 4 fois, pour toujours. Ces challenges-là que tu avais eu, que je t'avais donné, est-ce que toi, par toi-même, tu les aurais fait, ces challenges? Ce que j'allais dire, c'est vrai que je pense que je conseille à tout le monde de prendre un coach parce que c'est vraiment une personne qui te suit et qui te dit, qui attend derrière toi que tu fasses les choses. Et quand on est quelqu'un comme moi qui aime bien être dans sa zone de confort, je pense qu'on est nombreux à bien aimer être dans sa zone de confort, mais du coup, c'est pas en restant dans cette zone qu'on va évoluer. Et avoir un coach ou un binôme, ou je sais pas, quelqu'un en tout cas qui nous pousse à faire ce genre d'action, c'est vraiment super. Et pour répondre à ta question, non, je ne pense pas que je les aurais fait, ou en tout cas pas de sitôt, si tu m'avais pas donné ces exercices. Et c'est important ce que tu dis, c'est lié à l'environnement. Ce que tu dis, c'est hyper important, c'est lié aussi à l'environnement. Alors que ça soit un accompagnement en coaching, que ça soit des amis, que ça soit des entrepreneurs avec qui on va s'entourer, c'est hyper important d'avoir un environnement qui permette de nous mettre dans une certaine croissance, parce que c'est vrai, et pour les personnes atypiques, c'est plus dur qu'une personne lambda de sortir de cette zone de confort, et donc d'être accompagné, d'être challengé là-dessus, ça aide vraiment à se développer plus rapidement. Et c'est essentiel, donc merci pour le mettre en évidence. Une autre question sur les différentes peurs par rapport au regard des autres, au jugement. Est-ce que tu peux parler de ton expérience, Agathe, sur tout ce qui est le regard et le jugement des autres? Parce que tu fais parfois des lives sur ta chaîne, tu as fait même des vidéos. Il y a des entrepreneurs qui hésitent comme ça à montrer leur visage parce que c'est les réseaux sociaux et tout ça. Est-ce que tu peux parler, toi, de ton expérience et donner un conseil par rapport à ça? Alors, sur les réseaux sociaux, c'est vrai que, et je l'ai beaucoup développé depuis qu'on a fait le coaching ensemble, je mettais très rarement je me montrais très rarement, en fait, je montrais très rarement mon visage, puisque je fais de la photo culinaire, c'était vraiment que des plats. Et en fait, j'ai découvert, j'ai fait l'expérience, aussi parce que je me sentais un peu mieux avec mon image, mais une fois que j'ai commencé en fait à montrer mon visage, j'ai reçu beaucoup plus de messages, j'ai reçu beaucoup plus de contrats même. Je sais pas vraiment pourquoi, mais je pense que les gens ont envie de voir la personne qui se cache derrière un réseau social. Et en fait, je pense que certaines personnes se sont peut-être identifiées ou ont juste pris plaisir à connaître la personne que je suis. Et donc, ça n'a été que du positif de me montrer sur les réseaux sociaux, sachant que j'ai pas non plus une très grosse communauté pour le moment, mais rien que ces quelques personnes qui me suivent au quotidien, en fait, je pense qu'ils ont apprécié, ils m'ont dit même, ils ont apprécié de voir mon visage, de comprendre un peu plus qui j'étais. Et donc, ça fait peur au départ, le jugement, le regard des autres. Et d'ailleurs, il y a toujours cette petite
toujours cette petite peur en moi quand je m'apprête à poster une story, une vidéo ou une photo de moi. Mais au final, elle part très vite en fait cette peur parce que j'ai toujours que des retours positifs. Il y a des gens qui commentent en me disant «Ah, moi aussi, c'est super». Enfin voilà, il y a vraiment une connexion, je pense, qui se crée. Et voilà, l'entrepreneuriat et les réseaux sociaux, je pense qu'il faut pas hésiter à montrer son visage. Et qu'est-ce que tu te dirais à des entrepreneurs qui hésitent à utiliser les réseaux sociaux comme un levier pour leur entreprise et avoir des clients? Je leur dirais qu'il faut sauter le pas, que en fait, s'ils se sont lancés dans l'entrepreneuriat, c'est parce qu'ils ont quelque chose à offrir. Euh, et, et je pense qu'il faut voilà, mettre à disposition de ces clients potentiels, il faut leur mettre à disposition du contenu, quelque chose qu'on fait avec le cœur. Donc de mon côté, ça va être des recettes, par exemple. Mais toi, Xavier, tu mets à disposition des podcasts voilà, qui peuvent inspirer les gens. Enfin, je pense que pour moi, c'est certain, hein, puisque mon compte Instagram et mon blog, c'est 90 voire 95% de mes clients me découvrent par les réseaux sociaux. C'est certain en fait que aujourd'hui en 2021, il faut être sur les réseaux sociaux, il faut offrir du contenu, montrer en fait à une communauté ce que l'on peut offrir. Et d'ailleurs, j'ai l'idée comme ça qui me vient, mais tu m'as parlé en off que tu avais eu plus de clients malgré une situation qui est économiquement très grave en fait. Mais toi, en fait, ton business, il a progressé. On a fait le coaching en début d'année dernière, donc le Covid venait juste de démarrer. Ouais. Et en fait, j'ai décidé de me montrer, de parler de mes offres, de tout ça en fait. Et ça a fonctionné. J'ai eu de plus en plus de contrats, de plus en plus de nouveaux clients. Après, je souligne quand même que j'ai la chance de travailler dans une industrie qui n'a pas vraiment fermé, hormis les restaurants. Et encore, j'ai eu des contrats pour des photos pour la vente à emporter en restauration. Mais j'ai quand même de la chance de travailler dans un domaine qui ne s'est pas vraiment arrêté. Les marques continuent de vendre en grande surface, les producteurs continuent de vendre leurs produits aussi. Donc voilà, pour la plupart, ils ont continué d'avoir des rentrées d'argent et de budget. Et voilà, mais je pense que j'aurais pu aussi très bien choisir d'être angoissée par la situation, de ne pas communiquer, de me dire oh là là, mes clients, c'est sûr, ils n'ont pas d'argent et moi non plus. Et en fait, j'ai décidé d'adopter un point de vue beaucoup plus positif et ça a été gagnant. C'est génial et c'est hyper inspirant. Et parce que je rencontre des entrepreneurs en fait qui se disent ah ben non, je peux pas me lancer dans l'entrepreneuriat ou je peux pas parce que c'est pas le bon contexte, on est en pleine crise et tout ça. Et donc toi tu démontres aussi que en tant qu'entrepreneur en fait qui utilise, arrête-moi si j'ai tort, mais qui a quasi 100% les réseaux sociaux pour faire son activité. Et au final, toi, ça t'a été totalement profitable. Et je pense que peu importe l'activité dans laquelle vous êtes, il suffit d'aller voir un petit peu ce que vos concurrents font sur les réseaux sociaux et en fait, on se rend compte qu'il y a énormément d'angles de vue à adopter quoi, et qu'on peut vraiment utiliser cette situation pour communiquer, pour apporter du bonheur à nos clients avec les produits que l'on vend. Je voulais te poser quelques dernières questions, Agathe, pour finaliser ce podcast. Il y en a quelques-unes quand même, mais c'est le medley, mon medley que j'aime bien. De quoi es-tu la plus fière aujourd'hui? Je suis fière de l'entreprise que j'ai créée. C'est-à-dire que je suis fière
des revenus, en fait, les revenus que j'ai, c'est uniquement des revenus qui sont gagnés par moi. En fait, pas un employeur qui me les donne, c'est moi qui crée ces revenus. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me rend fière. Et si tu pouvais parler à l'Agathe il y a 5 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Imagine qu'elle regarde ce podcast ou qu'elle écoute ce podcast. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, je pense, d'oser. Parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup bloqué, en fait, le fait de ne pas oser. Et donc, voilà, de lui dire qu'elle est géniale et qu'elle peut le faire. Et ça, c'est des choses que j'avais besoin d'entendre et que tu m'as dit, toi, au bon moment. Et voilà, que je n'hésiterai pas à lui dire si je la voyais. Et imagine que ton fils ou ta fille regarde cette vidéo un jour. Qu'est-ce que tu souhaiterais lui faire passer comme message? Je pense que j'aimerais vraiment lui parler de l'optimisme. En fait, moi, je suis quelqu'un de plutôt très optimiste. Et enfin, j'aimerais vraiment lui parler de cette façon de voir la vie qui peut tout changer, en fait. Enfin, il suffit de côtoyer des gens qui sont tout le temps négatifs pour se rendre compte qu'il leur arrive plein de mauvaises choses. Et voilà, je pense que mes enfants, j'aimerais vraiment leur dire qu'il y a toujours un cadeau, en fait, derrière les mauvaises expériences, qu'il faut vraiment voir la vie du côté positif. Si on se souvenait de toi dans 100 ans, qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise sur toi? J'aimerais qu'on dise que j'ai œuvré pour la planète en rapport justement à la cuisine, parce que c'est un domaine qui est très lié à la terre. Et voilà, j'aimerais qu'on dise, Agathe, elle avait vraiment cet esprit éco-responsable. Et aujourd'hui, tout le monde se fournit auprès des petits producteurs locaux et elle fait partie des gens qui... ça serait génial. Et comment tu te sens là en disant ça? Et en bonne vibration là. Ouais, ça c'est positif. Ouais, je le ressens aussi. Si tu résumais ta vie en une punchline, une citation, quelle serait-elle? Peut-être tout ce qui peut être imaginé peut être réalisé. Waouh. Enfin, c'est encore quelque chose que je mets en place, mais vraiment cette idée de ok, j'ai un objectif et je vais tout faire pour y arriver, et je l'imagine, je le visualise et il va se concrétiser, c'est sûr. Je vais te poser une autre question aussi. Quel était ton dessin animé préféré quand tu étais enfant? J'aimais bien La cour de récré, je sais pas si tu connais. Il ne me semble pas, non? Mais en gros, c'était une bande d'amis qui se retrouvaient à chaque récré et qui vivaient des aventures. Et chacun des amis avait une personnalité totalement différente. Et en fait, ils formaient un groupe soudé. Et voilà, j'aimais un peu tous les personnages, quoi. D'accord, ok. Parce que j'aime bien poser cette question parce que des fois, on retrouve dans nos dessins animés, des fois, la graine de ce dans quoi on va se réaliser quand on est adulte. Et voilà, j'ai toujours la curiosité de demander ça et de voir les liens entre le dessin animé et l'histoire racontée. C'était quoi pour toi? Comment? C'était quoi pour toi? Moi, il y avait Tintin notamment. Tintin l'aventurier qui allait de pays en pays et qui faisait des enquêtes, qui enquêtait. Et ça, c'était un des dessins animés. Et il y en avait un autre, c'était Les Cités d'Or. Tu vois, la recherche d'un trésor. Et moi, c'est ma quête, tu vois, la recherche de... ça se montre bien dans ta vie aujourd'hui. Ouais. Et je vois plein de personnes comme ça. J'ai un coach là qui m'avait dit la dernière fois le bus magique. Et en fait, il a créé un incubateur et c'est le bus magique en fait. Exactement. Non, moi, ça me fait marrer. C'est marrant de voir ça parce que je trouve aussi que le plus on se reconnecte à qui on est, à son authenticité, plus on se reconnecte à qui on était quand on était enfant. Et alors il y en a qui diront oui, mais il ne faut pas avoir l'innocence de l'enfant, j'entends bien, mais ce qu'il y a, je pense qu'on peut vraiment regarder à travers les enfants, tu vois, des choses qu'on peut répliquer au quotidien pour être
encore mieux dans sa vie. Je trouve que les enfants sont extraordinaires là-dessus et je les regarde avec joie. Ouais, je me repense un peu à quand j'étais enfant, mais pour moi, il y avait énormément le côté créatif. En fait, j'étais tout le temps en train de dessiner, de faire des choses avec mes mains, quoi. Donc, je pense que ça se retrouve bien aujourd'hui dans le métier que je fais. Je vois avec différents entrepreneurs qui se font accompagner aussi et ils disent quand ils se transforment intérieurement et tout ça, ils se reconnectent plus à qui ils sont vraiment intérieurement et leurs parents leur disent mais en fait, ouais, ça me rappelle quand tu étais enfant en fait. Ouais, j'imagine totalement. Et je pense que la vie nous déconnecte un peu de cet aspect enfant intérieur, mais qui est toujours en nous. Et le révéler, voilà, ça fait des choses merveilleuses. Agathe, où peut-on te retrouver? Sur mon compte Instagram, c'est @AgatheDuchesne avec un tiret à la fin. Et sur mon blog, agatheduchesne.com. Et Duchesne, tu l'écris comment? Duchesne. Ok, je mettrai les liens en tout cas en description. Merci beaucoup pour ce podcast, je me suis régalé. Merci à toi de m'avoir invité. Avec grand plaisir et je te souhaite une bonne continuation, bonne journée à tout le monde et à bientôt. Merci Xavier, à bientôt.